Alors, merci. J'ai été d'autant plus intéressé par les communications précédentes que je ne suis pas politologue ni homme politique, mais simplement, en tant que linguiste, j'ai été amené à co-diriger un projet européen sur le racisme en ligne pour détecter les sites racistes automatiquement en plusieurs lignes, plusieurs langues. En fait, mon propos portera plus sur la notion d'extrémiste que sur l'extrême droite à proprement parler. Je me demande si la droite et la gauche ne sont des notions qui sont vraiment d'un grand secours dans la mesure où ce sont des catégories parlementaires dont ne se soucient aucunement les ennemis du parlementarisme et plus généralement de la République, que sont l'extrême droite et l'extrême gauche. Et il est préoccupant de voir comment un dispositif se met en place pour faire communiquer extrême droite et extrême gauche dans une sorte de complotisme généralisé. On a vu ça plusieurs fois. Il vient de paraître d'ailleurs un manifeste conspirationniste aux éditions du Seuil qui émane d'un groupe d'ultra-gauche et qui reprend toutes les thèses les plus classiques du mouvement QAnon, etc. Alors, cette question n'est pas récente, hein. Souvenons-nous de la déclaration de Jean-Marie Le Pen au soir du premier tour en 2002. Je suis socialement à gauche, économiquement à droite et plus que jamais nationalement de France. C'est-à-dire que l'opposition droite-gauche n'a plus cours dans mon esprit. Et donc, je suis en avant, je réunis toutes les tendances nationales. Alors, de mauvais esprits ont fait remarquer que cette formule ressemblait beaucoup à une formule attribuée à Hitler. Notre nationalisme est le futur de l'Allemagne. Bien que ce futur soit économiquement résolument à droite, nos cœurs resteront à gauche. Et par-dessus tout, jamais nous n'oublierons que nous sommes Allemands. Alors, je passe sur les discussions qui ont eu lieu à ce propos. D'abord, est-ce qu'on parle de la politique dans ces milieux ou bien de la métapolitique, quelque chose d'autre que la politique? Alors, une première remarque, c'est que pour l'ultra-droite comme pour l'ultra-gauche, la politique est partout. Vous avez par exemple une militante décoloniale qui dit mes cheveux sont politiques. Vous voyez, donc le corps est politique. Euh, euh, tous les attributs. Alors on peut dire c'est simplement une pensée identitaire, soit. Mais est-ce qu'une pensée identitaire peut avoir un rapport avec une démocratie dans la mesure où précisément la démocratie consiste à suspendre, ne serait-ce que momentanément, ces différences individuelles. Et il faut ajouter d'ailleurs que tout discours identitaire est celui d'une guerre perpétuelle entre l'ennemi et nous. C'est ce qu'a théorisé Carl Schmitt, qui passe pour ce qu'on a appelé le Kronjuriste, enfin le juriste impérial de Hitler, du moins c'est celui qui a théorisé la théologie politique dès la fin dès le début des années 20 en Allemagne et qui a modifié la constitution de Weimar de façon à installer un état d'exception. Mais il est frappant que ce genre d'auteur considère que le politique dépasse la politique. La politique, c'est les partis, c'est ce que nous connaissons, etc. Le politique va bien au-delà et doit régler l'ensemble de notre vie. Alors,
qu'est-ce que la métapolitique? C'est partout présent. Dans ces théories de l'extrême droite depuis 1945, mais vous avez aussi des gens comme Badiou qui est situé à l'ultra-gauche, qui écrivent un traité de métapolitique. Donc c'est un lieu, cette notion même est un lieu de rencontre. On a pu définir cette métapolitique, ce qu'a fait Cassirer, comme l'irruption du mythe dans l'histoire. Alors, ce n'est pas nécessairement un mythe religieux, mais c'est sûrement un mythe. Et il faudrait voir de plus près de quel mythe il choisit. Il s'agit, sachant aussi que, comme le souligne justement Cassirer, l'irruption du mythe dans l'histoire se fait toujours dans un bain de sang. Il écrit ça dans un livre posthume paru en 1946. Et le politique, au sens de la métapolitique, est partout, alors que la politique est circonscrite et notamment liée à des institutions. Ce n'est pas du tout le cas pour l'ultra-droite comme pour l'ultra-gauche. Le principe, c'est l'état d'exception. C'est ce que dit d'ailleurs Giorgio Agamben, qui est un philosophe mondialement connu et classé à l'ultra-gauche comme maître à penseur, par exemple, du comité invisible, et qui s'appuie, pour dire cela, sur Carl Schmitt, bien entendu. Et non seulement il y a la fin des lois constitutionnelles, mais la suspension des institutions, et même des institutions intermédiaires. On est au-delà des partis, c'est-à-dire dans des mouvements. Et ces mouvements, alors ça s'est dit à l'ultra-gauche, et même simplement à la gauche de la gauche, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un mouvement, ça se voit un petit peu partout. Et dans ces mouvements, il y a un caudillisme, évidemment, il y a inévitablement le culte du leader et de son pouvoir, ce qu'a bien rappelé tout à l'heure Jean-Yves Camus, et surtout le décisionnisme, c'est-à-dire la théorie politique qui fait que tout dépend non pas des lois ou d'un cadre institutionnel quelconque, mais des décisions du leader. Et c'est une conception, évidemment, purement polémique, au sens guerrier du terme, de la vie politique, qu'elle soit interne ou externe. Alors, si on cherche quels sont les substrats mythologiques des références que proposent ces mouvements, on voit que cela ressemble beaucoup à l'histoire des différentes gnoses qui se sont succédées dans ce que on a appelé les fanatiques de l'Apocalypse, c'est-à-dire à la fois pour l'histoire des religions, vous savez que les gnostiques étaient des groupes qui refusaient, qui voulaient installer une coupure définitive entre le monde ancien, ce qui était le monde juif, et le monde chrétien. Et donc, le premier antisémitisme, c'était ça. Et on voit ça revenir, d'ailleurs, vous avez une conférence récente de Bruno Latour qui disait, oui, il faut remplacer l'Ancien Testament par les mythes amérindiens. Vous voyez, c'est une conférence de théologie, hein, bien sûr. Donc, l'arbre du paradis, c'est l'arbre qui a été planté dans les jardins du Vatican par un autochtone latino-américain sous l'œil ravi du pape. Enfin bref, dans la pensée gnostique, non seulement on est antisémite, mais on est messianique par définition, mais c'est un messianisme politique. Ça veut dire aussi qu'il y a une caste qui détient
une vérité qui a été occultée, qui est cachée, et donc elle va employer un langage sectaire, des signes de reconnaissance, des stratégies de connivence, un langage secret. On a parlé des sifflets de chiens, mais il y en a beaucoup, hein. C'est très présent. L'écriture inclusive fait partie de ces langages secrets, hein. On la voit déjà, on la voit par exemple dans des romans d'anticipation légèrement swedenborgiens du 19e siècle, hein. Alors, l'idée fondamentale, c'est que pour mettre fin à ce monde qui est déchu, il faut la violence. Et ça, c'est le critère absolu, c'est le critère de tous les fascismes contemporains, y compris à commencer par Sorel, hein. Et la violence, c'est la coucheuse du nouveau monde. Euh, voilà. Et c'est passé évidemment dans la culture populaire, hein. Vous voyez, dans Matrix, par exemple, vous avez le héros qui lit Simulacre et simulation de Baudrillard, c'est-à-dire ce monde n'est qu'une apparence. Et on voit ça un petit peu partout, hein. C'est-à-dire, il y a un faux monde, c'est celui que vous voyez, tout le reste, et nous, on va vous apporter la vérité, ce qui vous a été caché. Alors, on peut dire ça, c'est des élucubrations sectaires, mais ce n'est pas si... C'est quand même très diffusé. Et puis, on peut se demander aussi, si, j'en viens à un autre point, si on étudie ce qu'on appelle communément le wokisme, mais je n'aime pas du tout ce mot-là, si la dictature compassionnelle qui est en train d'émerger en certains lieux ne consiste pas précisément à à imaginer avec la notion de care, c'est-à-dire une conception de l'État qui fait que l'ordre social est déterminé par des mesures de protection. C'est évidemment une passion attendrissante, mais n'oublions pas que la haine et l'attendrissement vont de pair dans le nazisme, hein. Il y a tout le côté fleur bleue, hein, de ces régimes totalitaires, pas seulement le nazisme. C'est-à-dire, le fascisme est par définition protecteur. Quand on va sur les sites d'extrême droite, on voit par exemple des jeunes femmes avec des robes à fleurs qui sont menacées par l'ombre sanglante d'un juif avec le couteau entre les dents, etc., etc. Donc, on protège d'un côté et on attaque de l'autre, mais au fond, ce qu'on voit tous les jours, c'est des campagnes de dénonciation et d'incrimination au nom de la protection des uns et des autres des différentes identités. Alors, la porosité croissante entre les extrêmes, on la voit, par exemple, les penseurs nazis à l'inspiration de l'ultra-gauche, hein, que ce soit Badiou, Heidegger, prenant se référant à Heidegger comme à Schmitt d'ailleurs, Giorgio Agamben se référant à Schmitt, Chantal Mouffe se référant à Schmitt. Or, Chantal Mouffe, c'est l'inspiratrice de Podemos, hein, c'est la théoricienne du populisme de gauche. Et si on recule un petit peu, on s'aperçoit que, par exemple, une des grandes écoles négationnistes, puisque la France a toujours été à la pointe du négationnisme au sens théorique, venait d'un groupe d'ultra-gauche qui était la vieille taupe. Il y a eu aussi le néo-négationnisme de Badiou en ce qui concerne le Cambodge. Il y a eu la fascination pour l'islamisme. Il ne s'agit pas simplement de rappeler Foucault et Khomeini, mais on a vu, par exemple, l'attitude de Badiou après les attentats de Charlie, l'attitude de Jean-Luc Nancy, autre philosophe heideggerien sur les attentats de Nice. On a vu les livres
d'entretien entre Edoui Plenel, Tariq Ramadan, Edgar Morin et Tariq Ramadan, il y a une fascination pour la charia en tant que théologie politique. Hein. Et il est frappant que la manifestation du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie a réuni l'ensemble de la gauche, ce que le 1er mai n'était jamais arrivé à faire, soit institutionnellement, soit des personnes, soit des personnalités qui ont tenu à participer. Et la question est encore tout à fait présente. Hein. Il est paru ce matin un rapport de la Fondapol où on montre que plus on va à l'université et plus on devient antisémite quand on est musulman. Mais les musulmans qui ne sont pas à l'université sont 15 points de moins antisémites que les autres. Bon. Alors, il faut voir aussi que c'est répandu sous le nom d'antisionisme un néo-antisémitisme, si l'on peut dire. On a rappelé hein, en 2012 Tariq Ramadan rencontrant Soral et Dieudonné venus présenter leur parti antisioniste au Bourget. Mais si on regarde maintenant par exemple Al Jazeera, on voit que des penseurs heideggeriens se présentant comme d'ultra-gauche, comme Gianni Battimo, ont leur blog à Al Jazeera, pour dire le plus grand mal, évidemment, de la démocratie occidentale. On voit que le site jeunesse d'Al Jazeera laisse une large place aux déconstructeurs, utilise l'écriture inclusive. Enfin, il y a tout l'ensemble du wokisme est là. Rappelons aussi le dernier clip de Tariq Ramadan, qui est un clip décolonial. Hein. Il y a eu une fusion entre les frères et le mouvement décolonial. Alors, Monsieur Rastier, je vais devoir oui. vous demander de dernier point, oui. conclure rapidement. Ma péroraison est toute prête. Le problème, c'est que les extrémistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont trouvé un terrain d'alliance dans des mouvements sociaux supposés non partisans ou apolitiques. Rappelons l'attaque de l'Arc de Triomphe à l'occasion d'une manifestation des Gilets jaunes. Il y avait l'extrême droite d'un côté de la place de l'Étoile et l'extrême gauche de l'autre. Ils ont convergé pour détruire la statue de la République. Et ça, c'est quelque chose de notable. Évidemment, chacun n'avait pas ses drapeaux. C'est simplement des black blocs apparemment indifférenciés. Mais aujourd'hui, les manifestations anti-vax, vous avez aussi bien en Allemagne et partout en Europe l'ultra-gauche et l'ultra-droite qui sont là au nom de la défense des libertés pour attaquer la démocratie, bien entendu. La démocratie étant évidemment la dictature. Et le couronnement philosophique de tout ça, c'est... enfin, il y a d'abord à chaque fois des... Alors on dit c'est des bavures antisémites, mais elles sont là. Hein, elles sont là elles ont été dans le mouvement des Gilets jaunes, elles sont très clairement dans le mouvement anti-vax, avec des pancartes comme qui, etc. Il y aurait un aboutissement du complot vaccinateur. La pandémie est devenue une pandémie d'origine Big Pharma, c'est-à-dire derrière Soros, etc., etc. Et le couronnement philosophique de tout ça, c'est la théorie du complot objectif, qui a été, c'est-à-dire la réalité elle-même est un complot qui a été présenté dans Le Monde d'ailleurs par Giorgio Agamben et reprise dans le manifeste conspirationniste par le Comité Invisible et qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Ça, alors, il se peut que l'ultra-gauche soit l'idiot utile de l'ultra-droite qui sera en fait bien plus puissante, mais cette convergence, dans la mesure où il ne s'agit pas de
de penseurs isolés, mais de véritables mouvements de jeunesse, c'est quelque chose de particulièrement préoccupant et qui défie les catégories de la Merci, politologie, du Monsieur moins telles que Rastier. je les connais. Voilà, merci. Je suis navrée, j'ai le vilain rôle. Merci, merci François, merci beaucoup. Je te passe la main, Sarah, pour les questions et Oui, les pour le réponses. temps qui nous est imparti, on va tâcher